Juillet 1940. La France a signé l'armistice avec l'Allemagne. Les combats sur le continent ont cessé. La flotte française, 7 cuirassés, 19 destroyers, 71 sous-marins, est restée intacte et a mouillé dans les ports d'Afrique du Nord et de métropole. En tonnage cumulé, c'était la deuxième flotte de guerre en Europe après la britannique. À Londres, ce fait atterrit sur le bureau de Churchill sous forme de chiffres bruts issus des rapports de renseignement. Les conditions de l'armistice entre la France et l'Allemagne interdisaient formellement à Berlin d'utiliser les navires français à des fins militaires. Mais les conditions d'un armistice, c'est du papier. Churchill ne croyait pas au papier. Les services de renseignement britanniques ne disposaient d'aucune preuve confirmée que Hitler violerait cette clause. Mais la seule existence de cette flotte, sous le commandement d'un gouvernement ayant signé la paix avec le Reich, fut jugée par Churchill comme un risque stratégique inacceptable. Les 1er et 2 juillet, le cabinet de guerre se réunit à Londres. Un seul point à l'ordre du jour. Que faire de la flotte française ? Plusieurs options étaient sur la table. La pression diplomatique, la négociation ou une solution par la force. Le cabinet de guerre vota en faveur de l'opération Catapulte. Le port de Mers el-Kébir se trouvait à 7 km à l'ouest d'Oran, sur la côte algérienne. Au début du mois de juillet 1940, y mouillaient les cuirassés Dunkerque et Strasbourg, les vieux cuirassés Bretagne et Provence, le porte-hydravion Commandant Est et 6 destroyers. L'effectif total s'élevait à environ 10 000 hommes. Le commandement de l'escadre était assuré par le vice-amiral Marcel Brunon Jansoul, officier avec 30 ans de service et vétéran de la Première Guerre mondiale. Il avait reçu l'ordre de l'état-major de la marine française, ne pas céder les navires en cas de menace de capture, les saborder. Cet ordre existait, il était consigné par écrit et la partie britannique en avait connaissance. Les équipages effectuaient la maintenance technique de routine. Les servants des pièces du Dunkerque et du Strasbourg travaillaient normalement. Étalonnage des mécanismes, vérification des chaudières. Les tourelles étaient en position de route, les canons sous leur housse. Les navires se trouvaient dans un port étroit, serrés les uns contre les autres, dont l'entrée et la sortie étaient bloquées par des barrages de filets. L'amiral James Somerville prit le commandement de la force H britannique le 28 juin 1940, 5 jours avant l'opération. Sous ses ordres, le croiseur de bataille Hood, les cuirassés Valiant et Resolution, le porte-avions Ark Royal, 2 croiseurs et 11 destroyers. Somerville adressa personnellement à l'amirauté une lettre, dans laquelle il qualifiait l'ordre qui lui était donné de répugnant et exprimait des doutes quant à son bien-fondé. L'amirauté prit note de son opinion. L'ordre resta en vigueur. Le 1er juillet, la force H appareilla de Gibraltar et mit le cap sur la côte algérienne. Somerville avait en main un ultimatum écrit à remettre au commandement français, avec une liste précise de conditions et un délai impératif. Si aucune des conditions n'était acceptée avant l'expiration de ce délai, ouvrir le feu. Le matin du 3 juillet, les navires britanniques apparurent à l'horizon au large de Mers el-Kébir. À 8 heures du matin le 3 juillet, un destroyer britannique s'approcha de l'entrée du port. Le capitaine de corvette Cecil Holland monta à bord du Dunkerque avec une enveloppe cachetée contenant un ultimatum signé par l'amirauté britannique. Les conditions étaient les suivantes. Les navires français devaient appareiller et reprendre le combat aux côtés de la Grande-Bretagne, ou rallier des ports britanniques avec des équipages réduits, ou gagner les ports des Antilles françaises pour y être désarmés sous supervision américaine, ou se saborder dans un délai de 6 heures. Jansoul refusa de recevoir Holland en personne et envoya pour les négociations son officier d'état-major, le capitaine Dufay. La transmission de l'ultimatum par intermédiaire fit traîner la procédure de plusieurs heures. Jansoul adressa à Vichy un message chiffré exposant les exigences britanniques, et en réponse, l'état-major de la marine française lui ordonna de n'accepter aucune des conditions proposées. Parallèlement, Jansoul entreprit d'évacuer une partie du personnel des navires vers le rivage et donna l'ordre de préparer les machines. Les barrages de filets à la sortie du port restèrent fermés. Les négociations durèrent 6 heures. Holland demanda par 3 fois à être reçu personnellement par Jansoul et par 3 fois il essuya un refus. À 16h15, Jansoul l'accueillit finalement à bord du Dunkerque. Mais à ce moment, le délai de l'ultimatum était déjà expiré.
Somerville attendait sur la passerelle du Hood, et à 17h25, il reçut de Londres une directive directe. Si à 17h30 l'escadre française n'avait pas commencé à exécuter les conditions de l'ultimatum, ouvrir le feu. Holland se trouvait encore à bord du Dunkerque. Jean Soult proposa un compromis, désarmer les navires sur place à Mers-el-Kébir sans rallier les ports britanniques ou américains. Cette option ne figurait pas dans les conditions de l'ultimatum. Somerville consulta Londres. Londres refusa. À 17h54, Holland quitta le Dunkerque et regagna le destroyer britannique. À 17h56, Somerville donna l'ordre d'ouvrir le feu. La première salve des cuirassés britanniques fut tirée à 17h56. Le Hood, le Valiant et le Resolution ouvrirent le feu au calibre principal, avec des pièces de 381 mm, à une distance d'environ 17 500 mètres. Les navires français se trouvaient dans un port étroit, serrés les uns contre les autres. Les barrages de filets à la sortie restaient fermés. Les machines du Strasbourg montaient en pression, mais la vapeur n'avait pas encore atteint son régime nominal. Les tourelles du Dunkerque commencèrent à pivoter, mais les servants français ne purent riposter que partiellement. Quelques pièces tirèrent des salves qui ne causèrent aucun dommage aux navires britanniques. La Bretagne reçut des impacts dans les premières minutes du bombardement. Les obus percèrent la ceinture blindée et atteignirent les soutes à munitions. La Bretagne explosa et coula à 18h09, 13 minutes après le début du bombardement. Sur un équipage de 1069 hommes, 977 périrent. Le cuirassé Provence reçut de graves avaries et s'échoua par faible fond près du rivage. Le Dunkerque encaissa plusieurs impacts, perdit sa mobilité et s'échoua. Son commandant donna l'ordre de cesser le combat. Le Strasbourg avait eu le temps de monter en pression. À 18h20, il força les barrages de filets et sortit du port sous le feu des destroyers britanniques. Les avions de l'Ark Royal l'attaquèrent à la torpille, tous manquèrent leur cible. Les destroyers d'escorte ne purent l'intercepter. Le Strasbourg s'éloigna à pleine vitesse en direction de Toulon et l'atteignit le 4 juillet. Le bombardement dura 19 minutes. La force H cessa le feu et se retira du littoral. Les opérations de sauvetage dans le port furent menées par des bâtiments français. Plusieurs centaines d'hommes furent repêchés de l'eau et des ponts en flammes. L'état-major de la marine française consigna les chiffres définitifs des pertes dans les 24 heures. 1297 tués, 351 blessés. Le rivage dominant le port était visible depuis Oran, et des habitants observèrent les incendies sur le plan d'eau depuis les collines. Somerville rendit compte à Londres de l'exécution de l'ordre et nota dans son journal personnel que c'était la journée la plus répugnante de sa carrière militaire. Ce même jour, le 3 juillet 1940, les forces navales britanniques menèrent des opérations similaires dans d'autres ports. À Alexandrie, l'escadre française fut bloquée après des négociations sans recours à la force, tandis qu'en Grande-Bretagne, les navires français mouillant dans les ports anglais furent saisis par des équipes d'abordage, opérations au cours desquelles 19 marins français trouvèrent la mort. Le 4 juillet, le gouvernement de Vichy rompit ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Le maréchal Pétain envisagea de déclarer la guerre, mais n'alla pas jusque-là. Les forces aériennes françaises conduisirent plusieurs raids sur la base navale britannique de Gibraltar les 5 et 6 juillet, sans causer de dommages significatifs. L'état-major de la marine française émit une nouvelle directive. En cas de nouvelles menaces de capture ou de destruction de la flotte, s'aborder les navires sans aucune négociation préalable. Cet ordre fut exécuté en novembre 1942 à Toulon. Lorsque les troupes allemandes pénétrèrent en zone non occupée, les marins français s'abordèrent 77 bâtiments de guerre pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'Allemagne. Le Dunkerque fut provisoirement réparé et transféré à Toulon, où le Strasbourg fut sabordé en 1942 avec le reste de la flotte. Le 4 juillet 1940, Churchill prit la parole devant le Parlement britannique, exposa les circonstances de l'opération et annonça ses résultats. La Chambre des communes l'accueillit par une ovation debout, la seule fois durant toute la période de sa présidence du Conseil en temps de guerre où la réaction fut aussi unanime. Pour l'opinion britannique, l'opération signifiait que le nouveau gouvernement était prêt à prendre des décisions difficiles sans s'arrêter devant leurs coups. Les États-Unis, qui observaient l'Europe à distance, reçurent le signal que la Grande-Bretagne entendait poursuivre la guerre, quelles que soient les circonstances, ce qui eut une incidence directe sur les négociations qui suivirent concernant l'aide militaire.
Churchill qualifia ce qui s'était passé à Mers-el-Kébir de nécessité tragique, et dans ses mémoires, il revint sur cet épisode en confirmant que la décision était la bonne. Au-dessus du port de Mers-el-Kébir se trouve un cimetière militaire français, avec 1297 stèles, toutes portant la même date de décès, 3 juillet 1940. Ces hommes n'étaient pas en mission de combat, ils mouillaient dans un port allié, sur un territoire qui n'était pas une zone de combat à ce moment-là, et les canons de la Bretagne étaient sous leur housse au moment du premier impact. Le gouvernement français n'engagea pas de procédure officielle après-guerre pour qualifier les faits de crimes de guerre. La partie britannique ne présenta pas d'excuses officielles. Aucune procédure de règlement international ne fut ouverte. 1297 stèles au-dessus d'un port algérien. Tel est l'unique bilan officiel que les deux parties jugèrent suffisant. Mers-el-Kébir ne figura pas au procès de Nuremberg et ne fut pas évoqué devant les tribunaux internationaux d'après-guerre. L'historiographie britannique retint pour l'opération Catapulte le statut de « décision difficile mais nécessaire », tandis que l'école historique française maintint pendant des décennies cet épisode en marge des programmes scolaires. Les faits, pourtant, ne changent pas. Les services de renseignement britanniques ne disposaient d'aucune preuve documentée que l'Allemagne projetait de s'emparer de la flotte française. L'état-major de la marine française avait un ordre opérationnel pour saborder les navires en cas de menace de capture, et cet ordre fut exécuté en 1942 sans aucune pression extérieure. Au moment de l'ultimatum, Jean Soult avait déjà commencé à évacuer le personnel des navires et demandait à Vichy l'autorisation de désarmer sur place. Aucun de ces faits ne modifia l'interprétation officielle des événements dans les archives britanniques. 1297 hommes ne sont pas morts au combat face à l'ennemi. Ils sont morts sous le feu d'un allié qui agissait sur la base d'un calcul stratégique jamais confirmé par les faits. Les Allemands ne s'emparèrent d'aucun cuirassé français pendant toute la durée de la guerre, et les marins français à Toulon en 1942 firent exactement ce qu'on leur avait demandé de faire en 1940. Ils le firent eux-mêmes.